Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons une fois encore de plus sur la 98.7 Océan FM dans l'émission Océan Politique. Je rappelle à nos chers auditeurs que Océan Politique est une émission qui traite exclusivement l'actualité politique nationale. Nous invitons chaque semaine un acteur politique ou un membre de la société civile pour discuter, décortiquer, analyser, interpréter en profondeur toute l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ndiaye Kongira. M. Ndiaye Kongira, bonjour. Bonjour, M. Diouf. C'est un plaisir de vous recevoir sur Océan FM 98.7. Le plaisir est partagé. Okay. Ça fait beaucoup de plaisir d'être invité aujourd'hui à Océan FM. Et c'est un honneur pour moi de discuter avec vous sur l'actualité politique. Merci. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que tous les dimanches, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne ratez surtout pas l'émission parce que ça parle de l'actualité politique. On traite tous les sujets politiques qui sont sur la place publique. Alors, on passe automatiquement à la présentation de l'invité. Alors, qui est Ndiaye Kongira? Il est le secrétaire général de la jeunesse patriotique du Sénégal, JPS communal de Kouli-Bantan et membre de la JPS départementale de Goudomp. Vous confirmez, M. Kongira? Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Vous pouvez rajouter quelque chose sur cette présentation? Oui, c'est bien d'ajouter juste que je suis également responsable de la section communale de Kouli-Bantan et membre de la JPS nationale. Pas membre du bureau, mais en tant que membre de la JPS nationale. Et je salue au passage le coordinateur national de la JPS, M. Maître Ngagne Demba Touré, qui est mon maître. Je le taquine en lui disant « tu es mon maître ». Et je salue également le coordinateur de la JPS départementale de Goudomp, M. Yaya Sadio, qui est en train d'abattre un travail formidable au nom de la JPS départementale et de la JPS nationale. Je salue aussi le coordinateur de la JPS communale de Kouli-Bantan, où je suis originaire, M. Lamine Ndiaye. Et il est en même temps le premier vice-coordinateur de la JPS départementale de Goudomp. Je salue aussi le coordinateur communal de Kouli-Bantan et certains responsables de la commune de Kouli-Bantan comme M. Conté et j'en passe. Ok. Alors, ça c'est clair, M. Kangoura. Alors, ma toute première question, la jeunesse patriotique du Sénégal a été créée en quelle année et quel est son objectif? Oui, la jeunesse patriotique du Sénégal peut être considérée comme le bras armé de PASTEF. Elle a été créée quelques années après la création de PASTEF, mais elle n'était pas structurée. On peut dire que c'était juste une coordination nationale qui était chargée de canaliser les jeunes pour leur expliquer l'enjeu du projet. Mais c'est à partir de 2022, quelque chose comme ça, que après l'arrestation du coordinateur Ibrahima Thiam, qui est actuellement le ministre secrétaire d'État chargé des PME et PMI, après son arrestation, durant les événements de 2023, je pense bien, que entre 2022 et 2023, que le président Ousmane Sonko a procédé à la restructuration du parti en nommant certains responsables par intérim. C'est le cas de M. Aïb Dafé, qui était nommé comme le secrétaire général par intérim pour remplacer l'actuel président de la République.
qui était alors le secrétaire général du parti. C'est dans le même sillage que M. Ngagne Demba Touré, un élément très actif sur le terrain en raison de sa pertinence, de son courage et de sa maîtrise des règles du parti, de son dévouement et de l'admiration que la jeunesse l'influence qu'il a auprès de la jeunesse, que le président Ousmane Sonko, comme bien d'autres jeunes, comme je veux parler de Serigne Mor Bousso, je veux parler de Ousmane Sow, je veux parler de Yaya Sadio et bien d'autres jeunes patriotes aujourd'hui, comme je veux parler de Koumba Ndofen Diouf, le JPS Fatick. Okay. Donc comme bien d'autres jeunes, voilà effectivement que le président Ousmane Sonko, dans la logique de maintenir la dynamique de vie du parti, a par intérim nommé comme secrétaire et comme coordinateur national de la JPS, Maître Ngagne Demba Touré. Et depuis lors, Ngagne Demba Touré a fait le travail et tout le monde sait qui est Ngagne Demba Touré. Il n'est plus à présenter aujourd'hui au Sénégal. Sa pertinence, son analyse, ses analyses pointues sur les questions politiques montrent qu'il mérite d'être le coordinateur, le commandant, le canaliseur de la jeunesse dans le combat que nous avons mené et que nous continuons à mener, parce que le combat, ce n'est pas seulement accéder au pouvoir, mais le combat, c'est aussi, après l'accession au pouvoir, quelle sera la posture de la jeunesse. Je reviendrai sur cette question-là. Oui. On reviendra sur ça. Alors, après, parce que au moment de la création de la jeunesse patriotique du Sénégal, vous étiez dans l'opposition, maintenant vous êtes au pouvoir. Alors, quel sera le comportement de cette jeunesse-là pour accompagner le duo Bassirou Diomaye et Diakhar Faye? Mais avant d'en revenir, parce que je reviendrai sur cette question-là, alors, la jeunesse patriotique de Koulibantang, pour être sur la même dynamique, alors a toujours mobilisé le lancement de vacances agricoles patriotiques, n'est-ce pas? Oui. Alors, n'est-ce pas un engagement dans des actions concrètes pour le développement de l'agriculture locale? Oui, effectivement. Vous savez, notre zone, nous sommes de la région de Sédhiou et nous saluons au passage l'action du président de la République, tout récemment, qui vient de mobiliser une forte somme pour le développement de la région de Sédhiou, surtout dans le secteur de l'agriculture. Et j'en profite pour féliciter le président de la République et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, le président du parti. Et pour revenir à votre question, effectivement, vous savez que dans la ligne politique de PASTEF, l'agriculture figure en première ligne. La preuve est qu'aujourd'hui, nous voyons tous le ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas pris parce qu'il est de PASTEF, mais on l'a pris en raison de ses compétences en matière agricole. Vous voulez parler de M. Mabouba Diagne. Mabouba Diagne, tout à fait. Voilà. Depuis sa nomination, nous voyons ses actions sur le terrain, sa descente. C'est pour montrer qu'un ministre de l'Agriculture doit être un homme de terrain. Et il l'a prouvé. Mais aussi, c'est un expert dans le secteur de l'agriculture. Et pour revenir à la question de la commune de Koulibantang, effectivement, la jeunesse patriotique de la commune de Koulibantang ne peut pas s'inscrire contre la ligne éditoriale en matière de politique agricole dans le cadre de la mobilisation de la jeunesse pour le retour vers l'agriculture. Et nous, notre zone est une zone à vocation agricole. C'est la raison pour laquelle le fait de mettre l'agriculture en avant est une très bonne nouvelle pour le monde rural dont nous sommes originaires. En particulier la commune de Koulibantang qui aujourd'hui, j'en profite, fait partie des communes les plus reculées du Sénégal en termes d'infrastructures routières, en termes d'électrification rurale, en termes d'infrastructures sanitaires, éducatives, mais aussi en termes de réseau routier. Nous sommes complètement coupés du Sénégal. Je profite de votre antenne pour lancer un appel aux autorités en charge de ces secteurs-là, surtout M. Yankouba Diamé, pour qu'ils nous regardent vraiment. Nous sommes coupés du Sénégal. L'appel sera entendu, Inch'Allah. Voilà. Concernant la question de la démarche de la jeunesse patriotique de la commune de Koulibantang, nous nous inscrivons dans la même démarche parce que les VAP
comme nous avons l'habitude de l'appeler, les vacances agricoles patriotiques n'ont pas commencé avec l'accession de PASTEF au pouvoir. Ça a bien été initié avant que nous accédions au pouvoir. C'est une façon de montrer qu'une fois au pouvoir, nous allons continuer à redynamiser l'agriculture, à donner du poids à l'agriculture, parce que sans l'agriculture, le Sénégal ne peut pas se développer. C'est dans la même logique que la jeunesse patriotique de la commune de Koulibantang, à sa tête, M. Lamine Ndiaye, s'est lancé, comme c'est le cas cette année, dans l'appel qu'avait lancé le président Ousmane Sonko pour que toute la jeunesse, en passant par la structure de la JPS, puisse s'inscrire dans cette dynamique de vacances agricoles. Aujourd'hui, je peux vous dire que tout le département de Goudomp, toutes les communes du département de Goudomp ont leur champ à travers la JPS. Nous, on a notre champ. Hier seulement, on était en train de tenir une réunion virtuelle avec le coordinateur section communale, M. Seoukou Seydi, et le coordinateur de la JPS, et quelques responsables pour parler de la récolte, n'est-ce pas, du soja que nous avons eu à cultiver. Et c'est le moment de rendre hommage à toute la jeunesse de la commune de Koulibantang, surtout les jeunes patriotes et tous les patriotes de la commune de Koulibantang pour leur mobilisation massive lors des travaux. Je voulais également ajouter que ce travail-là n'a pas été financé par le parti ou bien par quelqu'un. C'est nous-mêmes, à travers nos propres moyens, qui nous sont fixés des cotisations. Et par volontariat également. Voilà, effectivement, par volontariat, on a cotisé. Chacun a donné selon les moyens du bord pour mettre en place, acheter des intrants, payer ceux qui vont labourer Et toute la jeunesse patriote était là-bas, tous les patriotes étaient là-bas, les vieux, les femmes, toutes les composantes du parti étaient là-bas. Ce n'est pas seulement la JPS, c'était en coordination avec la section communale, parce que presque nous, dans notre commune, on peut dire que c'est les jeunes qui tiennent aujourd'hui le parti au niveau local. Voilà. Et ça, c'est important. Je pense que ça, c'est un exemple que tous les jeunes citoyens doivent suivre. Des jeunes qui n'attendent rien de l'État, alors qui s'activent dans le secteur agricole. Et que si l'État vient en appoint, alors ce sera une chose extraordinaire. C'est un exemple que tout le monde doit copier sur vous, n'est-ce pas? Effectivement. Vous savez, la question de l'agriculture, c'est une question de vie, de survie. C'est une question d'existence. Ce n'est pas parce qu'on est dans une formation politique et que le leader du parti demande à ce que l'on aille cultiver, parce que c'est la solution pour la question du sous-développement, que l'on doit aller cultiver. Nous, dans notre zone, nous savons que l'agriculture, c'est le levier de notre survie là-bas. C'est le levier du développement. Là-bas, on fait... c'est une façon rotative, hein, parce que surtout les femmes. Donc, c'est pour dire que l'agriculture, c'est partout dans le monde, c'est l'agriculture qui développe les pays. Les pays les plus développés, ce sont des pays qui ont su restructurer leur agriculture, qui l'ont redynamisé, qui ont mis des moyens, mais aussi qui ont accompagné. L'État accompagne. Un peu. C'est la raison pour laquelle j'appelle vraiment les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole et à essayer de mettre en œuvre quelques moyens qui puissent leur permettre de prendre le départ. Un peu. Moi-même, cette année, Inch'Allah, si tout va bien, je vais redescendre là-bas durant l'hivernage pour aller cultiver. En tout cas, ça fait partie de mes projets. Ouais. Alors, M. Kondjira, j'ai constaté que la jeunesse patriotique défriche, désherbe et prépare le sol. Est-ce que vous avez été formé sur ces pratiques-là? Oui, vous savez, sur ce point-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'être formé parce que nous sommes des fils de paysans. Nous, depuis qu'on est enfant, on nous amène. Même quand on a commencé juste à 5 ans, 7 ans, 6 ans, on nous amène au champ. Mais avec les pratiques nouvelles d'agriculture, parce qu'on constate que l'agriculture est traditionnelle. L'agriculture que nous pratiquons est pratiquement vétuste. Alors si on veut avoir une agriculture moderne, intensive, qui fait une production colossale, alors on doit être formé sur les nouvelles technologies pour pouvoir espérer développer l'agriculture un jour et avoir des rendements meilleurs. Oui, vous avez parfaitement raison, puisqu'il faut le reconnaître, l'agriculture sénégalaise n'est pas une agriculture moderne. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle
parfois les rendements ne sont pas au rendez-vous. Ouais, est-ce que vous avez un rendement souhaité après la récolte? Bon, c'est le dimanche, après-demain, que nous devrions faire la récolte. Donc il faut attendre d'abord la récolte pour pouvoir faire une appréciation. Mais je puis vous dire que nous espérons que d'après les informations que nous avons reçues du chargé, du superviseur du champ, M. Mamadou Nanko, que je salue au passage, le champ était vraiment bien parti et on a tout défriché, on a tout récolté. Il reste maintenant c'est-à-dire mettre ça dans des sacs et puis voilà, finaliser la récolte qu'on doit faire le dimanche. Ok. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez vous cultivez avec vos propres moyens, avec un peu de volontariat. Alors, contrairement à tout cela, il y a des jeunes qui s'inscrivent sur les listes ouvertes ces temps-ci pour aller travailler en Espagne. N'est-ce pas l'exemple de la jeunesse de Goudomp, particulièrement celle de Koulibantang, mérite d'être vulgarisé au niveau national pour que les jeunes restent au pays et travaillent pour le développement? Oui, vous savez, cette question a fait objet de débat depuis l'annonce de la nouvelle. Mais je pense que concernant la jeunesse de Koulibantang, en s'inscrivant dans la dynamique des vacances agricoles communautaires, c'est une façon de répondre à l'appel du président, comme ça se passe dans toutes les communes du Sénégal. Ça, c'est une initiative politique mise en place par PASTEF, bien avant qu'il soit au pouvoir, qui s'est toujours développé, qui s'est prolongé une fois l'accession au pouvoir. Donc, maintenant, faire le parallélisme entre ces deux, c'est vrai que ça va sembler un peu contradictoire, mais il n'y a pas de contradiction. Mais ça doit être un exemple. Oui, ça doit être un exemple. Ils doivent copier votre modèle parce que les gens s'empressent pour aller en Europe, particulièrement en Espagne, pour travailler dans les baos. Alors ici, il y a tout, rien ne manque, il y a la terre, il y a l'eau, et que les gens ne veulent pas cultiver parce que simplement les moyens n'ont pas été mis à leur disposition. Alors, et que vous êtes non seulement des cultivateurs, vous êtes nés dans des familles qui cultivent depuis belle lurette, mais également vous pouviez au moins dire que en tant que jeune, alors nous allons attendre que l'État nous finance et que on commence maintenant à cultiver. Mais vous ne le faites pas, vous êtes sur le terrain avec les moyens de bord. Et c'est ça que je demande. Est-ce que réellement ces jeunes-là qui veulent aller coûte que coûte en Espagne, travailler dans les plantations espagnoles, est-ce que ne devez pas s'inspirer de votre exemple? Parce que c'est un bon exemple que vous donnez. Oui, c'est vrai que c'est un bon exemple, ce que vous venez de dire. Et je disais que ça, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les formations ou les structures de JPS l'ont fait. Et donc ça s'inscrit dans la politique du gouvernement actuel. Parce que c'était une ligne qu'ils avaient dégagée quand ils étaient dans l'opposition. Maintenant, la question de l'immigration circulaire, c'est ça, voilà, qui est actuellement sur tous les points de débat, qui est à l'ordre du jour, est une question à analyser à double tranchant. D'une part, on peut estimer qu'il y a une sorte de contradiction entre ce que promeut les autorités nouvelles et cette dynamique d'immigration circulaire. D'autre part, on peut dire que ça n'a rien à voir. Maintenant, en quoi on peut dire que c'est une contradiction? Parce que si on dit qu'on veut développer, on veut maintenir les jeunes sur place, on combat l'immigration clandestine, on ne veut pas que les jeunes meurent encore et encore dans les océans, on ne veut plus que l'Atlantique reste ce cimetière-là qui va continuer à faire noyer la jeunesse africaine ou la jeunesse sénégalaise. En même temps, on ouvre une autre porte
d'immigration, ça peut paraître, pour celui qui ne l'a pas compris, une contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction. Parce que, de mon point de vue, la question des BAOS s'inscrit dans un cadre d'une coopération bilatérale entre l'Espagne et le Sénégal. Et ça n'a pas commencé avec les autorités actuelles. C'est depuis le temps de Abdoulaye Wade. Voire même bien avant, je ne sais pas, mais je pense que c'est depuis le temps d'Abdoulaye Wade. Parce que je connaissais des gens qui étaient partis du temps d'Abdoulaye Wade, du temps de Macky Sall. Maintenant, pourquoi ça a amené du bruit? C'est peut-être le déferlement de la ruée vers les points d'enrôlement qui a un peu suscité un désagrément ou bien un étonnement de la part de l'opposition qui essaie d'en faire une arme pour attaquer les autorités. Mais ça n'a pas commencé avec le régime actuel. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que les gens se sont rués vers les points de BAOS? C'est parce qu'avant le régime du président Faye, il n'y avait pas de transparence. Quand la nouvelle sortait, ça se passait entre eux. Tout le monde n'avait pas accès à l'information. Mais les autorités nouvelles, dans leur souci de transparence, dans leur souci de permettre un accès équitable, facile et égal à tous les citoyens qui souhaiteraient avoir du travail dans le cadre réglementé, dans un cadre légal, je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont rués vers les points de dépôt des dossiers. Tout à fait. Maintenant, ça, on ne peut pas le comparer avec l'immigration clandestine, parce que c'est deux choses différentes. L'immigration clandestine, c'est une forme d'immigration qui n'est pas organisée, c'est-à-dire que c'est des départs volontaires, des départs volontaires, mais aussi des départs illégaux. Parce que la loi sénégalaise interdit toute forme d'immigration. Depuis l'accession du régime Faye au pouvoir, nous avons vu le combat qu'ils sont en train de mener contre l'immigration en renforçant les moyens de surveillance au niveau de la marine nationale. On peut saluer ce... Et en même temps, on a arrêté des gens qui convoyaient des migrants. Donc ici aussi, on voit la volonté pour les autorités nouvelles de ne pas s'inscrire ou bien de ne pas ouvrir ou de ne pas permettre, n'est-ce pas, cette continuité de l'immigration clandestine. Mais il y a une chose, vous savez que même si on cherche à les interdire, les gens dans la clandestinité, ils vont chercher à partir. Tout à fait. Maintenant, l'immigration dont il est question actuellement s'inscrit dans un cadre de coopération bilatérale signé entre l'Espagne et le Sénégal. Ça veut dire que c'est bien réglementé. C'est bien réglementé et ils seront suivis. La règle voudrait qu'une fois là-bas, parce que ceux qui seront retenus seront accompagnés médicalement, ils seront logés une fois là-bas, ils seront nourris. Donc toutes les prises en charge nécessaires, ils vont bénéficier. Donc ça veut dire que le gouvernement a pris les garanties nécessaires. Et bien sûr, le gouvernement a pris les garanties nécessaires. Parce que si le gouvernement sait que cette forme d'immigration est hostile ou bien est dangereuse pour la jeunesse, ils ne vont pas le faire. Maintenant, actuellement, toutes les dispositions ne sont pas sur la table pour pouvoir regorger tous les jeunes qui demandent de l'emploi. Maintenant, si dans un cadre réglementaire, dans un cadre légal, un pays, dans un cadre de coopération, sollicite un autre pays avec qui ils entretiennent une relation de coopération bilatérale sur le plan de l'immigration circulaire, l'immigration réglementée demande de la main-d'œuvre pour un temps bien déterminé, mais on dit que non, ça ne doit pas se passer comme ça, c'est de la honte, ceci, cela. Mais je voudrais dire que le fait que les jeunes dans chaque pays font des ruées vers des pôles emploi, ça n'a pas commencé au Sénégal. Même en France, s'il y a crise dans le secteur de l'emploi, mais on voit en France des pôles emploi, ça explose. Aux États-Unis, je me rappelle en 2008, quand Obama
devrait, je pense bien, c'était en 2008. En 2008, quand il se présentait, l'industrie automobile était en crise. Ça fait une explosion sur le plan social, l'emploi, etc. Les gens perdent beaucoup ont perdu leur emploi. Mais dans les points où on cherche à recruter, on voit des gens, ils font des ruées là-bas. Les États-Unis aujourd'hui est considéré comme la première puissance économique au monde. La France fait partie des pays les plus développés. Mais la question de l'emploi, si ça explose, partout il y a des ruées, partout il y a des gens qui vont dans des tampons où on demande aux gens de venir déposer leur demande d'emploi. Donc ça ne devrait pas constituer un débat, ce n'est pas une honte pour le Sénégal, ça s'inscrit dans le cadre naturel des choses. C'est normal que si un problème d'emploi se pose et que les autorités cherchent des perspectives, mais bien dans ce cadre de l'immigration circulaire, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal parce que les autorités vont suivre ceux qui iront là-bas. Et aussi, ils ne vont pas là-bas pour rester. Maintenant, ceux qui seront retenus, une fois là-bas et que le contrat est terminé, s'ils fuient, là, ce n'est plus la responsabilité du gouvernement. Okay. Mais il y a une chose que je voudrais qu'on éclaircisse un peu. Alors, il y a des informations qui circulent, qui disent que si toutefois arrivé là-bas, alors les engagements du pays d'accueil ne sont plus respectés. Et là, nous avons ces informations-là en général. Alors, tous les engagements seront bafoués et que voilà, les jeunes qui aillent en Espagne, des fois travaillent dans des conditions extrêmement pénibles. Oui. Est-ce que réellement aussi il faut que nous avons un nouveau régime, peut-être les garanties, comme vous l'avez dit, sont faites. Alors, mais est-ce que réellement, également, normalement, vous devez avoir au moins un expert ou bien quelqu'un qui part là-bas, qui essaie, après 2 semaines, 3 semaines, ou bien même 1 mois de travail, essayer d'aller en Espagne et voir comment les jeunes Sénégalais travaillent là-bas. Et c'est important ça également. Oui, je pense que quand cette situation s'est présentée, il y a eu beaucoup de spéculations pour encourager, pour décourager, ou bien pour essayer de jeter des pierres à l'initiative. Mais je pense que c'est une bonne initiative dans la mesure où c'est dans le cadre d'une coopération entre État et État. Maintenant, c'est aux autorités sénégalaises de prendre leurs responsabilités et de faire un suivi du début jusqu'à la fin du contrat. Important. Et ça, c'est important. Oui. Et sur ce plan-là, moi, je ne suis pas pessimiste, je suis très optimiste dans la mesure où, aujourd'hui, le coordinateur national des BAOS, qui est chargé de ce programme-là, M. Harim Bamba Diagne, est un expert en matière de migration. Il connaît très bien le domaine. Et aujourd'hui, en raison de son engagement, tout le monde sait qu'une fois là-bas, nous espérons qu'il va mettre en place une équipe de suivi pour savoir quelle situation ces gens-là, dans un cadre de contrat, vivent là-bas. Et sur ce point-là, je pense que nous n'avons pas à nous inquiéter puisque le président de la République, en nommant M. Bamba Diagne comme coordinateur national des BAOS, il sait que c'est un homme du secteur, il connaît très bien la question de migratoire. Donc on peut être rassuré sur ce point-là. Oui, on peut être rassuré. Oui. Ok, c'est M. Diaye Kondira qui nous rassure sur ce problème-là, sur ce côté-là. Alors, M. Diaye Kondira, alors vous avez le pouvoir maintenant. Votre parti, le PASTEF, gère la politique de la jeunesse. Maintenant, c'est à vous de mettre les moyens qu'il faut pour que cette jeunesse qui s'empresse à aller en Espagne reste au pays et travaille pour le développement de ce pays, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous savez, depuis la prise du pouvoir, ça fait à peine 10 mois. Donc, nous savons tous que la question de l'emploi des jeunes au Sénégal a toujours été une question centrale de tous les pouvoirs qui se sont succédés, mais aucun n'est arrivé à proposer une solution, je ne dirais pas définitive, parce que la question de l'emploi ne sera jamais définitive. On ne peut pas résoudre définitivement les questions d'emploi, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'emploi à raison pour des raisons budgétaires ou pour autres,
Les entreprises peuvent licencier. Il y a des crises qui... Les crises, très bien. Qui viennent... Très bien. Des crises peuvent venir et booster et bouleverser les questions de travail. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on va résoudre définitivement la question de l'emploi au Sénégal. Mais nous savons tous que la question de l'emploi des jeunes s'inscrit dans la première ligne des politiques économiques du pays. Ça, nous le savons tous. Et le président de la République ne cesse de le rappeler. La question des jeunes, il est très sensible à la question des jeunes, de même que le Premier ministre. Et aujourd'hui, celui qui suit vraiment leur démarche, on voit clairement qu'ils ont inscrit la jeunesse au cœur de leur politique. Ça commence d'abord par les nominations. Les jeunes sont responsabilisés sur toute la chaîne, à tout point de vue, sur toute la chaîne de responsabilité, que ce soit ministre, député, PCA, directeur général, etc., etc. Les jeunes, ils sont au cœur du pouvoir. D'autant plus qu'on a un président de la République jeune et un PM jeune. Voilà, donc ils font confiance à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle la force du pays, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse ne peut pas être négligée. Deuxièmement, je disais que PASTEF, la JPS, c'est le bras armé de PASTEF. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'armée, je peux dire l'armée de PASTEF en termes politiques. Ils étaient sur tous les fronts. Maintenant, la jeunesse du Sénégal ne se limite pas à la JPS. Quand je dis la JPS, ça veut dire que la jeunesse sénégalaise, à travers la JPS, a joué un rôle important dans pour l'accession au pouvoir. Maintenant, à partir de cette jeunesse-là, on regarde toute la jeunesse sénégalaise et on reste sensible aux problèmes, aux préoccupations de cette jeunesse-là. On ne va pas dire que c'est la jeunesse de PASTEF, mais la jeunesse du Sénégal. D'ailleurs, le président de la République l'a dit, il est le président de tous les Sénégalais. Donc, il est là pour essayer d'apporter des solutions à toute la jeunesse du Sénégal dans la mesure du possible. Voilà, donc sur ce point-là, on est rassuré, d'autant plus que c'est un mandat de 5 ans, c'est un quinquennat. Dans la question de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture est en train de mettre en place des perspectives pour qu'il puisse y avoir dans toutes les communes ce qu'on appelle les coopératives agricoles. Et ces coopératives agricoles vont constituer une chaîne depuis la production jusqu'à la transformation. Mais ça ne peut pas se faire en 10 mois. Il va falloir que ça s'inscrive dans le temps. Et de cette manière seulement qu'on peut résorber sur le plan de l'agriculture la question de l'emploi des jeunes. Mais pas seulement ce secteur-là. L'industrialisation est là, le secteur du transport est là. Et aussi, il faut dire que depuis qu'ils sont venus, les autorités n'ont pas vraiment encore commencé à recruter. C'est la première fois, surtout avec la question des 2000 enseignants dont ils ont besoin dans le secteur de l'éducation. Tout à fait. Alors, merci. La jeunesse patriotique du Sénégal, avec son coordonnateur, vous l'avez annoncé tout à l'heure, Ngagne Demba Touré, a beaucoup subi les persécutions, si on puisse se prononcer ainsi, du régime du président Macky Sall. Arrestation, enfermement des jeunes, torture. Alors, vous avez passé des moments difficiles dans votre parcours politique. Comment expliquez-vous cela? Oui, vous savez, en Afrique, il est de la nature dans la politique, souvent, on estime que pour accéder au pouvoir, une question de vie ou de mort. D'ailleurs, le président Ousmane Sonko, souvent il le rappelle, quand il s'engageait en politique, quand ils ont pris la décision, il avait dit à ses collaborateurs, soyez prêts pour tout. La mort, la prison, parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Donc, le fait que nous ayons subi ces persécutions, c'est, n'est-ce pas, des poursuites, des morts, cela ne nous a pas découragés parce que nous savons la portée du projet que porte PASTEF à travers le président Ousmane Sonko. Donc la jeunesse consciente de PASTEF a compris cela très tôt. La raison pour laquelle, quel que soit le niveau de l'agression, de la persécution, cela n'a pas empêché aux jeunes patriotes de s'inscrire dans la dynamique de conquête du pouvoir. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés et nous disons Alhamdulillah. Vous avez bien résisté. Oui, on a résisté. C'est une question de résistance. Et ce n'était pas facile de s'opposer à un président comme Macky Sall.
Oui, c'est pas facile de s'opposer à un président comme Macky Sall, mais aussi c'est pas facile d'échapper à un leader comme Ousmane Sonko, qui a su former la jeunesse à la notion du patriotisme, à la notion de l'amour du pays, qui a réveillé cette jeunesse qui pendant longtemps était endormie par des pratiques politiques qui renforcent, n'est-ce pas, leur situation de précarité, qui renforcent leur maintien dans le manque d'emploi. Mais avec le président Ousmane Sonko, il a dit venez pour que nous puissions, une fois au pouvoir, construire ensemble le Sénégal pour le bénéfice de tous les Sénégalais. Et vous, la jeunesse, c'est à vous que je fais confiance. La jeunesse ne l'a pas trahi et nous pensons qu'il ne va pas trahir cette jeunesse. Okay. Après tous ces moments de calvaire, de brimade, de souffrance subis sous le régime du président Macky Sall, maintenant, comment comptez-vous accompagner vos leaders Diomaye Sonko à changer complètement le visage de ce pays-là, sur tous les plans? Oui, sur tous les plans. Ce sera difficile de parler sur tous les plans puisque le temps, je ne sais pas si ça va nous le permettre. Oui, il faut en citer et brosser quelques... D'abord, sur le plan politique, nous allons les accompagner. Nous allons les accompagner à chaque fois qu'ils sont attaqués pour des fins politiques, pour essayer de dénigrer nos leaders. Nous allons répondre de manière politique, de manière civilisée et de façon républicaine et démocratique. Alors, sur le plan de l'accompagnement pour la mise en œuvre de leur politique, nous serons toujours devant, comme nous l'avons toujours fait. Nous serons toujours devant de façon volontaire, jusqu'à ce que les promesses qui sont faites soient en majeure partie tenues au bénéfice des Sénégalais. Sur d'autres plans également, nous allons nous tenir comme un seul homme, comme nous l'avons toujours fait, pour les accompagner dans la mission la plus haute qui consiste à gouverner le Sénégal au bénéfice des Sénégalais, pour le bien-être des Sénégalais. Donc sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, je veux dire sur le plan politique, nous allons les accompagner à tout point de vue. Et ça, c'est important. Alors, maintenant, parlons d'un autre sujet qui défraie la chronique, la reddition des comptes. Alors, au Sénégal, la reddition des comptes est lancée. Une équipe financière judiciaire a été installée afin de combattre la corruption et les détournements de deniers publics. Mais l'opposition déjà crie une chasse aux sorcières avec l'affaire Barth et surtout Farba Ngom. Quelle analyse faites-vous sur cette situation-là? Et vous savez que le problème fondamental des États africains, c'est la question de la gestion transparente et vertueuse des deniers publics. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Okay. La gestion des affaires publiques reposait en grande partie sur le copinage, sur ce qu'on appelle la question de le copinage, sur le clientélisme politique. Sur le compagnonnage, qui fait que quand un responsable étatique à qui on a confié une responsabilité avec un budget fait un détournement, on essaie de régler ça à l'amiable, ce qui n'est pas normal parce que c'est interdit par les lois de la République. Un pays ne peut se construire sur le copinage. Un pays ne peut pas se construire sur le favoritisme ou sur, comment dirais-je, j'ai oublié le terme, mais c'est-à-dire que c'est mon frère, ou bien c'était un ami, c'est un compagnon de combat. Sur des liens de parenté. Des liens de parenté. Si vous voulez. Vous voyez un peu. Donc, lorsque Pastef demandait le pouvoir, la question de la reddition des comptes faisait partie de ses préoccupations. Et aussi, c'était une demande sociale. Une promesse électorale également. Promesse électorale. Mais avant d'être une promesse électorale, c'est d'abord une demande de
la société sénégalaise. Sociale, tout à fait. Une demande sociale. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être au Sénégal, même la question de l'emploi des jeunes, on ne peut pas détourner 24 milliards, ce n'est pas 29 milliards, qui devraient aller dans le sens de redynamisation de l'agriculture à travers les DAC, les domaines agricoles communautaires. Vous parlez du PRODAC. Oui, du PRODAC, effectivement. Alors qu'on devrait avoir 11 DAC, on se retrouve avec 2 DAC pendant plusieurs années. On se retrouve avec 2 DAC, dont un seul est fonctionnel, l'autre est semi-fonctionnel. Alors comment est-ce que sur ce point-là, on peut résoudre la question de l'emploi des jeunes? Maintenant, si c'est un ministre de la République à qui on a confié cette affaire et qui, au lieu de mettre l'argent qui est débloqué pour ce problème-là, a détourné l'argent. Parce que s'il ne l'avait pas détourné, il l'aurait mis là où cela devrait être mis. Et il ne l'a pas fait. Et on a même écrit un livre, Biram Seck du Forum Civil, je pense bien, a écrit un livre pour dire que les gens parlent de 29 milliards, mais c'est 36 milliards. Mais il n'a jamais porté plainte contre Biram Seck. Parce qu'il savait que si jamais Ousmane Sonko arrivait au pouvoir, cette question sera résolue. De la même manière que Mame Mbaye Niang, les autres aussi qui ont eu à gérer de façon nébuleuse et catastrophique les deniers publics, devraient répondre de leurs actes parce qu'ils ont juré. Ils ont juré, c'est une question de serment, une question de respect des lois de la République. On ne peut pas gaspiller les biens de la République et au moment de rendre compte, on essaie de crier de chasse aux sorcières. Ici, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Celui qui n'a rien fait n'a pas besoin d'avoir peur, il n'a rien à craindre. Il y a beaucoup de Sénégalais, mais pourquoi ces gens-là ils sont indexés? C'est parce que ce n'est même pas les autorités. Et quand on faisait ces rapports-là qui sont sortis, qui les ont épinglés, c'est eux qui étaient au pouvoir. Maintenant, pourquoi en ce moment-là, ils n'avaient pas été appelés pour répondre de leurs actes? C'est parce qu'ils étaient couverts par le maître, par le king, le roi, qui disait que c'est moi qui ai mis le coude sur certains dossiers. Ça, il l'avait dit haut et fort. Oui, il l'avait dit haut et fort. Ça suppose que c'est lui qui protégeait les voleurs et les détourneurs du denier public. Et tout cela repose sur quoi? Sur la corruption, sur le gaspillage, sur l'arrogance. À un moment donné, il menaçait des gens. Il menaçait des gens, oui. Mansour Faye, quand on lui posait la question sur les 1000 milliards du Covid, il menaçait le journaliste de poursuite judiciaire. Mais si vous me reposez cette question, alors là, je vais vous porter plainte. Alors que Mansour Faye est une personnalité publique, il appartient à tous les Sénégalais. En ce moment-là, de rendre compte, le journaliste faisait son travail. Maintenant, s'il menace de porter plainte, c'est parce que derrière, il sait qu'il est couvert. C'est ça le problème. Mais avec ce régime-là, même le président Ousmane Sonko l'a dit, même le gouvernement actuel là, s'il y a eu des gens qui font des choses qui ne collent pas avec la ligne politique tracée en matière de transparence, en matière d'éthique, en matière de vertu dans la gestion des affaires publiques, dans la gestion du denier public, ils seront poursuivis à la hauteur des actes qu'ils ont commis. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que s'inscrit certains limogeages que nous entendons parfois, ou bien certains comportements qui ne s'inscrivent pas dans la même dynamique que prennent les autorités actuelles. Alors, la reddition des comptes n'est pas un épouvantail, mais un processus normal et nécessaire de bonne gouvernance, n'est-ce pas? Effectivement, oui, mais on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans la reddition des comptes. Si vous avez géré, il faut rendre compte. La reddition des comptes n'est rien d'autre que rendre compte de ce que vous avez fait dans le budget qu'on vous a alloué pour une mission bien déterminée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on leur demande de venir rendre compte, ils crient sur tous les toits pour dire que c'est la chasse aux sorciers. Ça veut dire quoi? Eux, ils veulent en même temps un État démocratique, parce que la démocratie voudrait aussi qu'il y ait de façon répétitive, c'est une pédagogie, la reddition des comptes, il faut rendre compte, il faut faire des comptes rendus de l'état des lieux, de ce que vous avez eu à gérer. C'est aussi simple que ça. Alors, pourtant, il y a d'autres personnes, autorités, qui ont été épinglées par des audits. Et pour le moment, le processus, on a constaté que
le processus est lent. Oui, je pense qu'on peut donner l'exemple du docteur Cheikh Dieng. Il gérait la LONASE. Mais ce qui était salutaire quand l'affaire avait éclaté, c'est l'action ou bien la réaction des autorités en procédant par son limogeage. Je pense que c'est un signal fort. Maintenant, en attendant que la lumière soit faite sur l'affaire... Oui, ça, parce que je voulais en revenir, parce que jusqu'à présent également, l'affaire n'a pas été élucidée. Les Sénégalais restent jusqu'à présent sur leur faim. Oui, mais c'est une question de justice aussi, parce que nous, on veut que, nous pouvons vouloir que les choses aillent vite, mais le temps de la justice n'est pas le temps des acteurs politiques. Ça s'inscrit dans un processus, dans la durée parfois. Et pourtant, certains politiciens ont déjà été arrêtés et enfermés. Le cas de Lat Diop, par exemple. Ah oui, mais il y a des flagrants délits. On appelle c'est-à-dire des faits qui sont flagrants. On n'a pas besoin de chercher de preuves parce que les preuves sont là. Et la main dans la poche. Voilà, le cas de Lat Diop, c'est comme ça. Maintenant, le cas du docteur Cheikh Dieng, je pense que le processus est en cours. D'ailleurs, la question est encore soulevée. Je pense qu'ils vont apporter toutes les informations pour que nous puissions être élucidés sur ce point-là. Okay. Il y a d'autres pointures du régime passé qui ont été pointées du doigt sur des malversations. Pour le moment, ils n'ont pas été inquiétés. Ce sont des intouchables ou bien le régime en place a peur de les toucher automatiquement? Non, je ne pense pas qu'au Sénégal, il n'y a plus d'intouchables avec le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Okay. Ils l'ont clairement dit. Maintenant, on ne peut pas du jour au lendemain s'agripper sur les autres sous prétexte que oui. Maintenant, certains, des faits sont têtus, on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Mais d'autres, c'est des procédures judiciaires. Aussi, c'est maintenant qu'on a mis en place la haute cour de justice qui est censée les juger, les entendre et tout ça. Donc, tout à fait. Il va falloir que cette haute cour de justice qui est chargée de ces affaires de crimes financiers et même de crimes politiques, de sang, qui soit mise en place. Et ça n'a pas fait un mois, plus d'un mois quand c'est mis en place. Cette haute cour de justice vise certaines autorités. Elle est là pour juger les hautes autorités, surtout le président de la République. Ah oui, mais la haute cour de justice aussi n'est pas mise en place simplement parce qu'on veut poursuivre les choses, parce qu'ils nous ont fait ceci ou cela. Le président Ousmane Sonko a dit que lui, il pardonne tout le monde. Ce qui concerne, c'est les agressions personnelles qu'il a eu à subir. Le président Bassirou Diomaye Faye l'avait dit le jour de sa prestation de serment. Maintenant, ce qui a touché le président Ousmane Sonko dans sa personne, qu'il ne peut pas partager avec quelqu'un, ça c'est lui. Maintenant, ce qui touche l'État, ça ne l'appartient pas. Il va falloir que là-bas, ce n'est pas lui qui va parler, c'est les lois qui vont parler. Maintenant, qu'est-ce que la loi prévoit dans un cadre où le président de la République ou certaines autorités sont épinglées ou bien sont accusées ou sont mouillées dans certaines choses, comme ça s'est passé au Sénégal, il y a eu beaucoup de choses. On ne peut pas écarter la responsabilité de Macky Sall dans tout ce qui s'est passé au Sénégal parce qu'il était le président de la République, chef suprême de l'armée. On ne peut pas écarter certains responsables qui d'ailleurs ont fait des sorties que nous avons eu à écouter, que nous suivons, qui font des sorties incendiaires, des sorties accusatrices, juste pour des fins politiques parce qu'ils avaient peur. Maintenant, dans le cadre du combat politique pour la conservation ou l'accession au pouvoir, quelle que soit la partie, celui qui arrive à commettre des choses qui sont contraires à la loi, tu es appelé à répondre à tes actes. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la mise en place de la haute cour de justice. Parce que aussi, en Afrique ou au Sénégal, un président peut exercer le pouvoir, peut faire tous les crimes possibles. Maintenant, quand il descend, il y a des lois qui le protègent, ceci et cela. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Moi, je pense que la haute cour de justice devrait rester là, de façon permanente. Ça devrait être une institution qui reste en place de façon permanente, de sorte que parfois, certaines autorités ou certains présidents puissent se rappeler qu'une fois qu'ils auront à commettre certains crimes,
ils seront poursuivis. Ça peut être une institution à caractère dissuasif, n'est-ce pas, pour éviter certaines choses. Maintenant, sa mise en place est une bonne chose pour la bonne marche aussi de la démocratie sénégalaise. Et si, après investigation, on trouve que ils ont eu à commettre, ils ont une responsabilité de premier plan dans le cadre des crimes qui ont été commis durant ces 3 dernières années, de 2021 à 2024, il faut qu'ils répondent de leurs actes. Et aussi, seulement une telle institution judiciaire qui puisse juger certaines autorités comme le président de la République. Sinon, il est très protégé par ce qu'on peut appeler immunité présidentielle. Ouais. Ok. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Diaye Kondjira. Il est le secrétaire général de la jeunesse patriotique du Sénégal, JPS, communal de Koulibantang, et membre de la JPS départementale de Goudomp. M. Kondjira, ou bien Kondjira, si je prononce bien le mot. Alors, pour le moment, on constate, on va parler un peu de la recomposition politique. Pour le moment, on constate que l'opposition ne s'active pas. Ça, c'est un constat personnel en tant que journaliste. Alors, sur le terrain, depuis l'élimination ou bien la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, alors, ils ont peur de s'afficher ou bien ils sont en round d'observation, ou en tant qu'acteurs politiques? Oui, ce n'est pas qu'ils ont peur de s'afficher ou bien qu'ils sont en round d'observation, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à dire et ils n'ont rien à proposer. Aussi... Donc, vous êtes parfait, donc, ça veut dire? Non, ça ne veut pas dire que nous, on est parfait. Et vous savez que dans un pays démocratique, la vie démocratique, la respiration de la démocratie voudrait qu'il y ait une opposition forte. Ils proposent des idées fortes, ils proposent des idées qui puissent booster parfois le pouvoir dans un cadre, je voudrais dire dans un cadre amical. Mais aujourd'hui, notre opposition est une opposition vide d'idées alternatives. Ils n'ont pas d'idées à proposer, à part des injures, des maquillages, des calomnies. Des calomnies, très bien. C'est le cas de Barthélémy Diaz. Des calomnies, des attaques personnalisées. Et ils sont tous dans la bouche Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko. Donc on peut dire que leur problème fondamental, ce n'est pas le Sénégal. Ils n'ont pas de problème pour le Sénégal. Leur problème, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas le Sénégal. Ousmane Sonko a proposé quelque chose, un projet de société, un programme de gouvernance sur la base duquel les Sénégalais lui ont fait confiance et ont voté pour son candidat. Alors qu'au même moment, eux aussi, ils avaient leur candidat. Pourquoi les Sénégalais n'ont pas voté pour eux? C'est parce qu'ils n'ont rien proposé de rassurant. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont désorientés, ils n'ont rien à proposer, à part... parce que si on n'a rien à proposer, on se tait. Quand on parle, on va dire des bêtises. Et si vous dites des bêtises, vous ferez encore... plus ridicule. Ridiculiser. Mais aussi, vous allez vous faire encore rejeter davantage par la population. Peut-être qu'ils sont dans une démarche de prudence pour ne pas dire des bêtises qui peuvent leur coûter cher politiquement. Et pour le moment, on voit un autre opposant parce que le cas Moustapha Diakhaté qui s'affiche ces temps-ci. Non, Moustapha Diakhaté, c'est un vieux qui est dépassé, qui devrait même avoir honte de s'afficher à chaque fois, attaquer ses fils. Lui, il a été là depuis quand en tant qu'acteur politique? Qu'est-ce qu'il a proposé? Est-ce qu'il a été une fois maire de sa commune? Il ne l'a jamais été. S'il n'a pas été coopté, comme Abdoul Mbow est toujours coopté dans la liste nationale, il ne serait jamais député. Donc Moustapha Diakhaté, ce n'est pas quelqu'un qui nous... tout ce qu'il dit dans les médias, tous ces aboiements-là, ça ne nous inquiète pas. On ne prête même pas attention à lui. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment transformer positivement, n'est-ce pas, le quotidien des Sénégalais. Mais lors de sa conférence de presse,
Alors, il a parlé parce qu'il vient tout juste de sortir de prison. Alors, il a parlé des conditions macabres dans nos prisons. Oui, les conditions macabres, c'est eux qui l'ont mis ici. Hein. Si les prisons devraient être réfectionnées, revues à la dimension comme le recommande les droits de l'homme ou bien la société civile, hein, c'est eux qui devraient le faire. Hein. Nous, on est là, c'est juste 10 mois. On ne peut pas construire des prisons ou bien faire des prisons. Et en grande partie, ce sont des gens qu'ils ont arrêtés qui sont en prison. Hein. Et lui, Moustapha Diakhaté, il n'a pas à crier ceci, cela, des conditions d'incarcération. Parce que lui, il a toujours souhaité que des gens aillent en prison, que les gens meurent en prison. Il l'a toujours dit ouvertement sur tous les plateaux de télévision. Donc lui, s'il aille là-bas et sort tranquillement, en bonne santé, il n'a rien à dire. Et est-ce qu'il a été mis dans d'excellentes conditions? Mais pour être mis dans d'excellentes conditions, il faut que la prison qu'ils ont, les centres de détention qu'ils ont laissés ici, qu'on puisse les trouver dans de bonnes conditions. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne vont pas essayer d'améliorer les conditions de détention. Je n'ai pas dit ça. Maintenant, on ne peut pas le faire en 10 mois ou bien en un temps record. En tout cas, ça perdure et que vraiment ces nouvelles autorités doivent revoir ce qui se passe dans les prisons sénégalaises, parce que vraiment les prisonniers endurent, ils vivent dans des conditions inhumaines, et ça c'est à résoudre vraiment pour les mettre au moins dans des conditions un peu confortables. Voilà. Monsieur Kanduran, alors vous êtes un peu critique par rapport à, je dis, les membres du PASTEF, vous êtes un peu critique par rapport à certaines nominations. Est-ce que vous, jeunesse patriotique, vous croyez que seuls les membres du PASTEF doivent être nommés? Non, loin de là. Maintenant, sur cette question, il faut que j'adopte une démarche un peu de réserve, puisque le président de la République avait une sortie, ça nous rassure. Le président Ousmane Sonko récemment également a fait une sortie, ça nous rassure. Et on comprend qu'ils n'ont pas, parfois certaines personnes sont proposées par des collaborateurs. Et ils ont raison qu'ils ne peuvent pas connaître tout le monde, c'est vrai. Maintenant, c'est à ces gens-là d'être dignes. Parce que lorsque nous on combattait, ils ne croyaient pas au projet. Ils ne croyaient pas à Sonko, encore moins à Diomaye. Ils pensent que ce sont des aventuriers. Maintenant, ils avaient formulé des attaques extrêmement dures à leur endroit, ça aurait été eux, ces gens-là ne seront pas actuellement au pouvoir parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils ont proposé. Donc, du moment où vous ne croyez pas aux propositions de quelqu'un, s'il vous appelle pour l'accompagner, vous devrez avoir la dignité et l'audace de lui dire: je vous remercie de votre proposition, mais moi je ne crois pas à votre projet, je ne crois pas à ce que vous faites. Maintenant, j'étais contre vous. Oui, j'étais contre vous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se précipiter pour aller effacer tout ce qu'ils ont mis dans les réseaux, comme le cas d'Awa Bokarli, cette dame-là, mais malgré tout, les gens ont su que voilà, elle était une personne très très agressive à l'endroit, au-delà même du projet. Vous savez, on peut comprendre qu'il critique. Nouvellement, elle a fait une sortie en se justifiant, mais ces justifications, ça ne nous convainc pas. Maintenant, nous, ce que nous pouvons comprendre, c'est ce que le président Ousmane Sonko a dit. Ils ne peuvent pas connaître tout le monde. Et parfois, ces propositions, ça devrait... Vous savez, les propositions devraient être scrutées en amont, avant même que ça n'aille ou ça arrive au niveau de la primature. Maintenant, ceux qui font des propositions, c'est à eux de faire un travail bien minutieux sur des personnes à proposer. Aussi, je pense qu'au-delà de ça, aujourd'hui, PASTEF ne manque pas de ressources. Aujourd'hui, le MONCAP est là, la JPS est là, et bien d'autres structures où on peut puiser, n'est-ce pas, la ressource. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique
bien bâti en termes de ressources humaines, intellectuelles que PASTEF. Ça n'existe pas au Sénégal. Nous avons révolutionné le débat politique à travers des idées novatrices qui a fait que les Sénégalais nous ont fait confiance. Comme on le fait ici à Océan FM 98.7 dans l'émission Océan Politique. Oui. Oui, effectivement. Maintenant, pour revenir à la question de savoir si nous estimons que toutes les nominations devraient être devraient avoir une identité de PASTEF, je pense que non. Le PASTEF a gagné. Et le PASTEF a gagné pour bâtir le Sénégal. Et pour bâtir le Sénégal, il faut tous les Sénégalais qui ont des mains propres. Et après, juste la nomination, la composition de l'équipe gouvernementale explique en profondeur que ce n'est pas dans une dynamique de clientélisme que les responsabilités ont été attribuées. Je peux vous citer quelques exemples. Le docteur Mabouba Diagne, il n'est pas de PASTEF, il ne fait même pas politique. Okay. C'est un agronome qui a fait ses preuves dans le secteur où il est. Et sur la base de ses compétences qu'on lui a fait confiance. Tout à fait. Le ministre de la Justice, il était magistrat, il est très loin de la politique. Et parfois même, on dit qu'en raison de ses refus pour certaines commandes politiques, qu'il a été mis il est souvent mis à l'écart par certaines autorités, par les gouvernants, les régimes passés. Le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, c'est un acteur politique. Oui. Mais quand il a compris que ce qu'il propose et ce que propose PASTEF vont dans la même direction, il a rejoint la coalition. Et puis aujourd'hui, on lui a fait confiance en lui confiant le département de l'enseignement supérieur. Je peux vous citer également Mary Teuw Niane. Je peux vous citer Aminata Touré. Même si les gens critiquent Aminata Touré, mais sur la question des principes, on peut aller avec elle. Je peux citer également le docteur Abdourahmane Sarr. Abdourahmane Sarr qui est le ministre de l'économie. Il avait un mouvement, mais il n'est pas de PASTEF. Je peux citer Jean-Baptiste Tine. On peut le citer aussi. Et dans les directions, les PCA aussi, ce n'est pas forcément qu'ils sont de PASTEF. Maïmouna Bousso, elle n'est pas de PASTEF. Chez Barandiaï, il n'est pas de PASTEF. Le doyen procureur, il n'est pas de PASTEF. Ils ont tous leur mouvement. Donc ça ne veut pas dire que PASTEF fait la promotion juste des PASTEF. Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Tidiane Dièye, ils ne sont pas tous de PASTEF et j'en passe. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de construire un Sénégal avec des Sénégalais qui ont la main propre, qui ont le sens de la probité, le sens de l'éthique et de la responsabilité dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Voilà, et qui ont la même aspiration, qui ont épousé leurs idées. Alors, merci. Pratiquement, l'émission tire à sa fin. Alors, on va aborder le dernier point. Presque un an au pouvoir, bientôt 24 mars. Alors, le coût social toujours élevé. Les Sénégalais souffrent jusqu'à présent sur la cherté des denrées de première nécessité. Alors, quelle analyse faites-vous sur cette situation-là? Oui, je pense que comme je l'avais dit tantôt, on ne peut pas venir tout de suite et régler tous les problèmes qui ont secoué le Sénégal depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais je pense que quelques mois après l'accession au pouvoir, les autorités ont eu à mettre en place des processus allant dans le sens d'alléger le panier de la ménagère. Ils ont procédé à la diminution des certaines denrées de nécessité qui sont clés, comme le riz, comme le pain, etc. Maintenant, pour la question de l'applicabilité des prix, les autorités peuvent prendre des décisions. Il va falloir qu'ils mettent en place aussi les superviseurs. Mais les populations devraient les accompagner. Tout à fait. Parce que quand on diminue les prix et que les boutiquiers du coin refusent de diminuer, c'est à la population d'alerter. Maintenant, si la population n'accompagne pas, ce sera difficile. Mais quoi qu'on puisse dire, à un moment donné, le prix du pain était jusqu'à 225. Mais aujourd'hui, on achète un kilo de pain à 150 francs. Et à part ça, même le riz aussi, on avait diminué. Maintenant, on ne peut pas sauter comme ça pour tout diminuer parce qu'il y a les opérateurs aussi. Il faut savoir comment ils transportent, comment ils exportent, comment ils importent, je veux dire, les produits. Donc il y a les taxes, il y a le coût du transport et tout ça. Donc il faut les calculer aussi dans ce cadre. Il faut une concertation
solide en invitant tous les acteurs pour que vraiment on puisse arriver à une diminution drastique. Mais tout récemment, le ministre de l'Industrie et du Commerce avait annoncé que bientôt, nous allons arriver bientôt, ils vont procéder encore à la diminution des prix de certains tarifs. C'est aussi une déclaration ou bien une ambition à saluer. Et vraiment que les Sénégalais... Avec l'approche du mois de Ramadan également. Oui, je pense bien avec l'approche du mois de Ramadan. Et je pense que les Sénégalais devraient accompagner les autorités dans leur volonté de bien faire les choses. Parce que si nous ne les accompagnons pas, ils travaillent pour nous. Quand quelqu'un travaille pour toi, il faut l'aider à bien faire pour toi. Et si nous ne les accompagnons pas, ça va poser un problème quant à la satisfaction des demandes. Merci. Alors, le tout dernier point, parce que voilà, l'affaire Tabaski Ngom, le procureur financier demande la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, député maire de Louga, pour un détournement de 700 millions cités par l'inspectrice du Trésor Tabaski Ngom. Oui. Alors, vous avez une analyse à faire sur ça? Oui, comme je vous l'avais dit. Le processus de levée de l'immunité parlementaire se poursuit, n'est-ce pas? Oui, c'est comme je vous l'avais dit. La question, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre question, la question d'une gestion transparente des deniers publics s'inscrit dans la notion de bonne gouvernance. La notion de bonne gouvernance. La respiration de la démocratie recommande, n'est-ce pas, la reddition des comptes. Ça recommande la reddition des comptes. Tout à fait. Maintenant, si Moustapha Diop est cité dans cette affaire, alors qu'il a été récemment nommé ou bien élu député, de la même manière que Farba Ngom avait été cité dans une affaire et qu'on a levé son immunité parlementaire, de cette même manière, Moustapha Diop ne peut pas faire exception à la règle. Même si ça concerne un membre de PASTEF, son immunité parlementaire sera levée. D'ailleurs, dans ce cadre-là, quand Barthélémy Diaz avait été radié de l'Assemblée de son poste de député, celui qui a remplacé un ministre, le coordinateur de PASTEF, Maire Moussa Krek Ali Si, il était suppléant. Tout à fait. Mais à un moment donné, il a démissionné. Parce qu'il s'inscrit dans cet esprit de républicain, que lorsque la loi ne me permet pas d'occuper tel ou tel poste parce que j'ai fait telle ou telle chose et que la loi est contraire à ce que je sois responsable dans tel ou tel poste de responsabilité étatique, il accepte. Ça, c'est ça un esprit républicain. Et personne n'a entendu de bruit. Et si c'est eux, ils vont essayer de trouver des mots pour... Maintenant, Moustapha Diop ne peut pas faire exception. La seule chose aujourd'hui, puisqu'il est impliqué dans le détournement d'une somme aussi colossale, à hauteur de 700 ou plus de 700 millions, il va falloir, pour qu'il puisse être entendu, il va falloir que son immunité parlementaire soit levée. Maintenant, s'il n'a rien fait, il va récupérer son poste de député. C'est aussi simple que ça. En tout cas, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, alors s'il s'agit de lever l'immunité parlementaire d'un député, alors là, ce sera voté parce que la majorité est là-bas et que la justice fait son travail et que le droit soit dit sur tous les dossiers. Bien sûr. Voilà. Bien alors, sûr. M. Kondiran, c'était un plaisir. Le dernier mot? Oui, c'est un plaisir pour moi aussi de venir échanger dans un cadre de commerce des idées sur la gestion des nouvelles autorités, leur façon de gérer le pays, la dynamique politique et tout. Ça fait un plaisir de m'avoir accordé ce temps d'antenne pour me faire entendre en tant qu'acteur et jeune acteur politique, et aussi responsable sur qui vraiment notre localité, à travers ces nouvelles autorités, ils comptent sur nous, parce que c'est nous qui puissions parler en leur nom pour faire connaître leurs problèmes. Le problème ou bien les problèmes de la commune de Koulibantang, comme je vous l'avais rappelé, comme les problèmes du département de Goudomp, c'est l'électrification, c'est la route. Nous n'avons pas de route.
de Sandiniéry jusqu'à Sarayeba, ce tronçon-là, ça devrait être vraiment construit au bénéfice des populations pour que nous puissions être raccordés au réseau routier national et nationaux. Et aussi la question de l'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable dans le secteur et nous avons vraiment besoin de ça parce qu'au-delà de l'agriculture hivernale, là-bas, c'est une zone où les gens cultivent beaucoup d'un point de vue maraîcher. Ils font des maraîchages à la maison. Durant la saison sèche, s'il y a de l'eau, des forages, on va pouvoir continuer ces cultures-là pour que ça s'inscrive dans un cadre cyclique. L'autre dernier mot aussi, c'est de lancer un appel aux nouvelles autorités pour qu'ils regardent davantage le département de Goudomp. Nous savons qu'aujourd'hui, avec le ministre Olivier Boucal, qui est en train de faire un travail formidable au niveau du ministère de la fonction publique, du réforme du service public, nous lui félicitons. Nous joignons notre félicitation aux félicitations du président Ousmane Sonko pour lui dire bravo. Nous remercions également le coordinateur départemental de la JPS, M. Yaya Sadio, avec son équipe, pour le travail qu'ils sont en train d'abattre au nom du département de Goudomp et du Sénégal. Mais nous remercions également nos députés, à savoir Mme Sona Kintisoli et Ahmed Chérif Diko, et tous les responsables de PASTEF du département de Goudomp, mais aussi de la commune de Koulibantang. Ce que nous voudrons dire, c'est que le département de Goudomp a été en première ligne durant les combats. Ce que nous disions n'est pas une sorte d'appel pour partage du gâteau, mais une façon de dire que de la même manière que nous étions sur toutes les lignes, sur tous les fronts au moment du combat, nous souhaiterions être de cette même manière sur tous les fronts, sur toutes les lignes dans le cadre de la gestion du pays. Pourquoi nous souhaitons qu'il y ait encore plus de responsabilisation au niveau du département de Goudomp pour que le département de Goudomp puisse, comme le département de Dakar et les autres départements, apporter de façon considérable leur pierre dans l'édifice. Nous avons un ministre, c'est bien. Nous avons un chargé de mission, c'est bien. Et quand nous aurions aussi des DG, des PCA, n'est-ce pas, pour accompagner, impliquer davantage le département de Goudomp, ça nous fera plaisir. Maintenant, tous ceux qui sont nommés là, nous sommes contents qu'ils soient du département de Goudomp ou d'une autre contrée du Sénégal. Ils représentent PASTEF, ils représentent le Sénégal, mais nous voulons être aussi impliqués que les autres. Quoi. Tout à fait. Voilà, merci. Alors, merci M. Kandiran. D'ailleurs, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Diaye Kongira, alors qui est le secrétaire général de la jeunesse patriotique du Sénégal, JPS communal de Koulibantang, et membre de la JPS départementale de Goudomp. Je remercie le technicien Abdourahmane Fall et Ibrahim Diop qui va s'assurer du montage. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, le rédacteur en chef Moussa Niang. À la présentation de cette émission, votre ami et frère Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.